Voilà. Voilà, il est 14 heures, donc on va pouvoir débuter cette conférence Agriculture, alimentation et changement climatique d'un contexte global vers un contexte local, avec une formulation complémentaire des solutions des acteurs de la fourche à la fourchette. Vous l'avez compris, nous allons parler de production agricole, d'agroalimentaire, de production agroalimentaire et d'industrie agroalimentaire, et puis bien sûr de consommation et de distribution. Autour de moi, Raphaël Kounkou-Arnaud, qui est climatologue au bureau études et climatologie à Météo France, Île-de-France Centre. Bonjour, bienvenue. À côté d'elle se trouve Bertrand Zwidarski, qui est directeur RSE du groupe Carrefour. Juste à côté de lui, Julien Frémont, qui est agriculteur en Bretagne. Il en dira un petit peu plus dans quelques instants. Et puis à ma gauche, Marie-Laure Lou-Boutin, responsable développement durable de Triskalia, qui elle aussi est bretonne. Et on détaillera avec elle ce que Triskalia et le réseau Triskalia fait dans la région Bretagne. Peut-être d'abord un mot de la façon dont nous allons aborder cette conférence. Madame Kounkou-Arnaud va d'abord nous donner un cadrage général des effets observés sur l'agriculture, des effets du changement climatique, avec une vision un peu statistique et scientifique de l'évolution du climat au XXe et au XXIe siècle. Elle nous donnera peut-être quelques éléments aussi d'adaptation, quelques pistes d'adaptation pour la suite. Et puis ensuite, nous aurons finalement trois niveaux d'intervention. Un niveau d'abord agricole avec Julien Frémont, le niveau, bien évidemment, agroalimentaire avec Triskalia, et puis le niveau de la grande distribution ou de la distribution tout court avec le groupe Carrefour. Voilà un peu comment on va essayer d'organiser cette conférence. Bien sûr, vous pouvez à tout moment nous poser des questions ou apporter des éléments de complément. Tout d'abord, Madame Arnaud, présentez-nous effectivement ces éléments de contexte que vous avez préparés sur un PowerPoint, une présentation PowerPoint. Vous avez une télécommande dans la main. On va la lancer. Vous voulez aller au pupitre si vous voulez. Non, mais si vous êtes à l'aise comme ça, prenez un micro. Allez au pupitre, c'est des fois plus pratique. Vous aurez un retour sur l'écran qui est à votre gauche. Voilà, c'est parfait. Oui, donc bonjour à tous. Je suis Raphaël Kounkou-Arnaud, donc climatologue et ingénieur d'études à Météo France. Donc je suis spécialisée dans les études d'impact du changement climatique. Alors donc en introduction, donc je ne vais pas vous l'apprendre, mais l'agriculture est un système qui a une forte sensibilité à la fois climatique et météorologique. Et donc là, dans cette petite introduction, je vais m'intéresser aux conséquences des variations du climat, donc en me plaçant plus en aval du climat. Alors, il faut savoir également que les systèmes agricoles sont sensibles à d'autres facteurs non climatiques, mais dont certains peuvent parfois dépendre du climat, comme le développement de maladies ou de ravageurs. Donc, ça fait un système un petit peu complexe à analyser. Donc, en parallèle de cette problématique scientifique, de la sensibilité climatique des systèmes agricoles, il existe de forts enjeux, donc notamment au niveau de la sécurité alimentaire, bien sûr, également au niveau économique, puisque l'agriculture est au cœur des échanges économiques. Et en troisième grand enjeu est d'ordre environnemental, bien entendu, puisque les surfaces agricoles vont façonner nos paysages. Alors en France, comment est-ce que c'est reconnu un petit peu l'impact du changement climatique ? Donc il y a eu diverses enquêtes qui ont été menées. Et dans le monde agricole, donc le changement climatique est perçu comme une réalité, mais il est encore un petit peu difficile pour les acteurs de ce secteur d'en appréhender les conséquences. En effet, ils vont considérer plutôt des successions d'événements climatiques changeants plutôt que de réelles tendances. Et tout ceci à des horizons un petit peu lointains par rapport à leurs préoccupations quotidiennes. Alors au niveau des facteurs d'influence, donc j'ai dit qu'ils étaient nombreux au niveau des systèmes agricoles. Qu'on parle de culture ou d'élevage. Et donc, il y a de nombreux facteurs qui influent sur la production finale, donc notamment tout d'abord les conditions climatiques, bien sûr, donc au niveau de la température, de la ressource en eau, de l'humidité, et également des phénomènes un peu plus extrêmes, un peu plus destructeurs, comme la grêle, la neige, le vent, etc. Et donc, certaines de ces conditions varient déjà à l'heure actuelle et sont amenées à varier encore plus au fil du siècle. Ensuite, il y a un petit peu des facteurs qui sont plus de l'ordre anthropique, donc des activités humaines.
et donc ils vont avoir des variations indépendantes du climat. Donc par exemple la sélection des variétés par croisement, ou encore la sélection animale pour l'élevage, et également tout ce qui a trait aux techniques de mécanisation, d'irrigation, etc. Donc tous ces facteurs là évoluant sur des constantes de temps assez lentes, un petit peu du même ordre que celles du changement climatique. Ensuite, on a également, donc, comme je vous disais tout à l'heure, des facteurs non climatiques comme les maladies et les ravageurs qui peuvent influencer les systèmes agricoles. Et donc quand on s'intéresse au climat aux impacts du climat dans l'agriculture, il faut réussir à isoler les effets du climat de tous ces facteurs, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très évident à faire. Alors, pour parler un petit peu du changement climatique, donc je vous présente un petit peu sur cette planche l'évolution du climat au XXe siècle. Donc là, typiquement entre 1880 et 2012. Donc cette planche est tirée du dernier rapport du GIEC paru en 2013-2014, et donc représente en niveau de couleur l'augmentation de la température sur le globe entre 1880 et 2012. Donc plus on s'approche des couleurs chaudes, et plus cette augmentation de température est importante. Et donc, en moyenne sur le globe, on a observé une augmentation de température de 0,85 degrés sur un peu plus de 100 ans. Et donc là, vous avez le message clé du GIEC, donc qui précise que le réchauffement du système climatique est sans équivoque, et qu'il est principalement lié aux activités humaines, et qu'on a des modifications à la fois de l'atmosphère, de l'océan, et surtout les systèmes continentaux et maritimes, et en liaison avec l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc si on se place au XXIe siècle maintenant, donc vous avez en haut un petit graphique là qui représente l'évolution de la température en fonction des années, là, de la période 1900 jusqu'à 2100. En noir, la période observation, et en couleur à la fin, les tendances possibles d'augmentation des températures avec deux scénarios. Le scénario bleu, un scénario d'émissions de gaz à effet de serre avec une politique climatique visant à diminuer ces émissions, et en rouge, un scénario sans politique climatique. Donc on voit que là, on est toujours au niveau mondial. On voit qu'on pourrait avoir en 2100 une augmentation de température de l'ordre de 2 à 5 degrés au niveau global. Si on regarde ce qui se place vraiment au niveau régional, au niveau de la planète, donc on a la même chose, les deux cartes en dessous représentent cette évolution des températures pour les mêmes scénarios. Donc à gauche, pour un scénario avec politique climatique visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, et à droite, un scénario sans politique climatique. Et donc, pareil que tout à l'heure, plus on s'approche des couleurs chaudes, plus on tend à une augmentation de température. Et donc, on voit que cette augmentation des températures donc, pourrait atteindre même jusqu'à 6 degrés dans le cadre le plus pessimiste, et qu'elle est principalement... qu'elle serait principalement observée sur les continents, notamment dans l'hémisphère nord. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe en France maintenant, donc là, au niveau du XXe siècle, les observations en France, donc sur le graphique de gauche, vous voyez l'évolution des moyennes de température en France entre 1900 et 2005, donc en bleu les années plutôt froides, en rouge les années plutôt chaudes. Et donc on voit qu'on a une augmentation de cette température en France, avec notamment une augmentation qui s'est accélérée sur ces dernières décennies, puisqu'on voit on a de plus en plus et de très nombreuses années chaudes sur ces dernières années. Donc en France, on a gagné de l'ordre de 1 degré en 100 ans, donc un petit peu plus que la moyenne planétaire. Si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau local, donc vous avez sur les cartes de droite des pointages, des points où l'on a de longues séries de mesures qui nous permettent de réaliser ces statistiques. Donc on voit que l'évolution de la température en moyenne annuelle, donc sur la carte du haut, on peut l'observer sur l'ensemble du territoire métropolitain. Et si on regarde en distinguant les saisons hiver et été, on voit que cette augmentation des températures est particulièrement marquée l'été, et également de plus en plus marquée plus on va du nord-ouest vers le sud-est.
Alors, dans le futur, à quoi on peut s'attendre en France? Donc, une continuation de cette forte hausse des températures, en particulier dans le sud-est, une forte augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été et une forte diminution des extrêmes froids en hiver, une hausse des précipitations, en particulier l'hiver, un renforcement des pluies extrêmes et une augmentation des épisodes de sécheresse estivale, en particulier dans le sud du pays. Alors, donc, tout ceci étant placé, quels vont être les impacts sur les systèmes agricoles? Donc, je voulais tout d'abord faire un petit focus sur l'impact du CO2, du gaz carbonique, puisque le CO2, c'est un petit peu le carburant de la planète. C'est en fixant le CO2 lors de la photosynthèse que la plante va stocker du carbone afin de faire des réserves d'amidon, de sucre, etc. Et donc, en liaison avec les activités humaines, la concentration en CO2 a augmenté depuis un siècle et demi, et il est attendu qu'elle continue d'augmenter. Donc, si on augmente cette disponibilité de carburant en gaz carbonique, donc on voit sur cette petite courbe qui représente en abscisse la concentration, donc la quantité de gaz carbonique disponible, et en ordonnée sur l'axe vertical l'activité photosynthétique. Donc pour deux types de plantes, les plantes dites en C3, donc plus typiques de nos contrées, et les plantes dites en C4, qui sont plutôt des plantes tropicales, même si certaines, comme le maïs, peuvent pousser chez nous. Donc si on augmente cette disponibilité en carburant, on voit que pour les plantes dites en C3, on va avoir une augmentation de la photosynthèse, et donc on va parler d'effet fertilisant. Par contre, pour les plantes dites en C4, on va avoir cet effet fertilisant qui va être beaucoup moins important que pour les plantes en C3. Et on a également un effet dit antitranspirant de la présence de CO2, puisque pour capter le CO2, les plantes vont ouvrir leurs stomates, et donc en ouvrant leurs stomates, elles vont transpirer. Et donc, si on met plus de CO2 à disposition de la plante, il va être plus facile à capter. Donc, les plantes vont moins ouvrir leurs stomates. Et du coup, il y aura moins de transpiration. Et donc, du coup, c'est un effet antitranspirant du CO2. Alors, ceci étant dit, quels effets donc, pour les facteurs climatiques? Donc, on a vu qu'on pouvait s'attendre à un climat plus chaud, globalement plus sec au niveau des sols, puisque plus on a un climat chaud, plus les sols vont être secs en raison de l'élévation des températures, et un climat avec plus de CO2. Donc ça peut avoir à la fois des effets positifs, donc avec une croissance plus rapide des plantes, une augmentation de la photosynthèse, mais comme je vous ai montré, à modérer en fonction du type de plante, mais également des effets négatifs, puisque si les plantes ont trop chaud, elles peuvent arriver à leur stade d'échaudage. Et un climat plus chaud et plus sec va également augmenter les besoins en eau de la plante. Donc c'est ce qui est représenté sur cette petite carte de France dans le cadre d'un scénario avec une politique de stabilisation des émissions de gaz carbonique, donc à la fin du siècle. On voit qu'on a en France une demande annuelle de besoins en eau de TP qui peut augmenter de l'ordre de 200 mm sur l'ensemble du territoire métropolitain. Alors maintenant, les impacts un petit peu sur les grandes cultures. Donc sur ce graphique, vous avez, c'est un graphique donc, qui est toujours tiré du rapport du GIEC de l'an dernier, donc, qui synthétise un petit peu un ensemble de plusieurs dizaines d'études qui projettent les variations de rendement des grandes cultures, donc blé, riz, maïs, etc. Donc en bleu, vous avez le pourcentage d'études en fait, qui représente une amélioration des rendements, et en couleur brune, le pourcentage d'études qui projettent une diminution de ces rendements. Et donc, plus vous avancez dans ces histogrammes, plus on avance au fil du siècle, donc à gauche début du siècle et à droite du graphique fin du siècle. Et donc on voit que plus on avance dans le siècle, plus on a des rendements, plus on peut s'attendre à des rendements qui diminuent, et de manière de plus en plus importante, puisqu'on pourra avoir à la fin du siècle de l'ordre de 20% de ces études qui nous projettent un rendement diminué de plus de 50%.
Alors ça, c'était les impacts donc rapides sur les grandes cultures. Si on regarde ce qui se passe sur les fourrages, donc là, vous avez un graphique qui représente les dates de démarrage de la croissance pour les fourrages. Pour différentes villes de France, donc, qui vont être représentatives de l'ensemble du territoire métropolitain. Et donc en bleu pour la période de 1980 à 1994 et en violet pour la période la plus récente entre 1995 et 2006. Et donc en ordonnée, vous avez la date de ces départs de croissance. Et donc on voit que sur la période plus proche, plus récente, on a une diminution une diminution de ces dates. Donc du coup un démarrage de la croissance qui est avancé donc pour ces fourrages et donc bien entendu avec les conséquences qui en découlent, puisque du coup, les fourrages étant des cultures essentielles pour l'alimentation du bétail, c'est important. Et donc à l'avenir, on s'attend à des effets qui vont continuer dans ce sens, et donc du coup avec comme impact à la fois des impacts un peu plus positifs, donc avec des possibilités de mise à l'herbe beaucoup plus précoces, une possibilité de rentrer les animaux également un peu plus tardivement, mais toujours en prenant garde aux aléas climatiques, mais également des impacts avec une gestion des stocks qui va être différente et à repenser, éventuellement avec la nécessité de rechercher de nouvelles espèces capable de résister à des variations de température plus importantes. Alors si on s'intéresse un petit peu aux cultures pérennes, donc là je vous ai mis l'exemple de la vigne avec l'évolution donc depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui des dates de début des vendanges pour l'exemple de Châteauneuf-du-Pape. Donc on voit qu'on a une diminution une avancée de ces dates de début des vendanges. Là, dans cet exemple, on a gagné de l'ordre de 15 à 20 jours en 50 ans. Et donc, pourquoi ces avancées ? Parce que, en raison de l'évolution du climat, on a des stades de développement, des stades phénologiques des plantes qui sont avancés au niveau de la floraison et pas plus particulièrement au niveau de la maturation. Et donc, ces avancées de stades phénologiques vont se répercuter jusqu'à la date des vendanges. Donc, ceci est également visible sur les autres régions viticoles. Et donc, ça va amener également à des questions de qualité, puisque avec l'avancée des vendanges, elles peuvent avoir lieu à une époque où les journées vont être encore chaudes et encore longues, et donc à une époque où la photosynthèse est encore très active. Et donc, on peut avoir des vignes, des raisins où les taux de sucre sont très importants, et donc ce qui peut modifier le degré alcoolique du vin et donc sa qualité gustative. Donc à savoir que des études de l'INRA ont montré qu'en 30 ans, on a gagné un titre d'alcool potentiel de 2 degrés en France. Alors donc tout ceci étant dit, quelques mots sur les voies d'adaptation possibles. Donc, l'agriculture a une pratique ancestrale d'adaptation, donc plus facilement aux conditions météorologiques. Mais bon, on peut se dire donc plus sur des échelles de temps courts. Mais c'est quand même une culture de l'adaptation, même si pour le changement climatique, on s'intéresse à des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues. Donc, il faut s'intéresser à deux thématiques. Donc, plus d'une part les cultures annuelles. Donc là, on peut envisager une adaptation un peu plus rapide, que ce soit par le biais de déplacement des cultures, d'introduction de nouvelles variétés plus adaptées au climat auquel on s'attend, ou par l'établissement d'un nouveau calendrier agricole. Pour le cas deuxièmement, pour le cas des cultures pérennes, là c'est un petit peu plus compliqué puisque l'adaptation du végétal l'adaptation va reposer sur l'adaptation du végétal au cours des années, et donc sur une adaptation sur des constantes de temps beaucoup plus longues. Alors, pour présenter un petit peu des grandes stratégies possibles d'adaptation, donc en termes de production végétale, donc on peut jouer sur l'irrigation. On peut également essayer de limiter ou esquiver le stress hydrique, donc en jouant sur le calendrier agricole ou sur l'évolution des variétés. On peut également diversifier, voire réorienter les productions dans différents cas. En termes de production animale, donc on peut travailler sur l'optimisation fourragère, travailler sur la diversification des cultures,
que ce soit à l'échelle de l'exploitation ou de l'échelle l'échelle régionale. On peut également réorienter ou spécialiser les céréales, et on peut également étendre les zones d'élevage afin d'exploiter plus de prairies. Alors, on peut également penser en termes d'adaptation à une adaptation par déplacement géographique, puisque pour les céréales, par exemple, une augmentation de l'ordre de 3 degrés va induire un déplacement pour retrouver les mêmes conditions climatiques de l'ordre de 500 km vers le nord, et une augmentation de 1,5 degré, un déplacement de 150 à 200 km vers le nord. Alors, on a peu d'évidence encore d'évolution récente dans cette thématique, mais pour le futur, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Il faudra vraiment revoir les potentialités de production dans chacune des régions en fonction des climats attendus. Donc, on a quelques exemples, notamment au Danemark, où la surface consacrée au blé a fortement augmenté, mais on ne peut pas lier uniquement cette augmentation aux facteurs climatiques. Il y a d'autres aspects qui rentrent en jeu. Reste le problème des terroirs, par exemple, et des questions d'identité culturelle de tous ces produits. Par exemple, les vins, on peut pas. Enfin, si on décale les cultures vers le nord, qu'est-ce qui se passe? Comment vont évoluer les terroirs? Ça, c'est une question qui reste ouverte. Voilà. Et donc, pour conclure, c'est l'évolution donc des systèmes agricoles dans le contexte du changement climatique, dont on représente des enjeux à la fois vitaux, économiques et environnementaux, comme je vous le disais en introduction, avec de nombreux facteurs d'influence donc qui vont un petit peu corser la difficulté, si je peux me permettre. On a des impacts qui sont déjà observés donc sur différentes thématiques, à la fois le cycle culturel, comme pour les prairies, les arbres fruitiers ou les vignes, sur les rendements, par exemple pour le blé, ou sur les risques. Et on a des projections qui vont être globalement peu favorables, sauf dans certaines zones. Mais on a quand même des voies d'adaptation possibles, donc en adaptant le cycle agricole ou en adaptant les cultures ou les variétés. Et au niveau de l'adaptation au niveau global, donc le GIEC, dans son dernier rapport, a annoncé le chiffre que l'adaptation pourrait permettre une compensation de l'ordre de 15% en termes d'évolution des systèmes agricoles de l'évolution liée aux impacts du changement climatique. Voilà, donc je vous laisse mes coordonnées et quelques sites pour aller un peu plus loin. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ces éléments très précieux de compréhension. J'imagine que ce que vous nous avez dit sur l'observation en France au XXe et au début du XXIe siècle et les conséquences s'applique dans de nombreuses régions du monde. Partout, par exemple, où il y a des grandes cultures, on peut avoir à peu près les mêmes éléments prospectifs. Hein. Oui, tout à fait. Oui, alors pas forcément dans les mêmes ordres de grandeur. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer avec les cartes du monde. Mais les impacts du changement climatique sont sensibles sur l'ensemble du globe. Et donc avec effectivement des températures qui augmentent un petit peu plus dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, mais qui augmentent principalement sur les zones continentales. Alors, ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est que finalement, alors on sait que de toute manière, l'augmentation des températures est inéluctable. Alors, ce qu'on cherche à faire, c'est effectivement aller le moins haut possible, avec cet objectif de 2 degrés, hein, qui tout sera à fait. Bien évidemment au cœur des enjeux de la COP21. Donc, ça va se réchauffer, et donc il va falloir s'adapter. Ça, c'est aussi inéluctable. Tout à fait, oui. J'ai envie de me tourner tout de suite vers Julien Frémont, qui me présentera dans un instant un petit peu sa démarche. Mais l'agriculture, finalement, c'est 3 grands leviers. C'est le climat. Hein, on s'adapte toujours au climat et depuis des siècles. C'est bien évidemment la fertilité des sols. Et puis c'est en 3, l'ensemencement, hein, ce qu'on met pour faire pousser. Ça a toujours été ça. Donc quelque part, que l'agriculture s'adapte au changement climatique, ça ne paraît pas un défi insurmontable. Non, c'est ce qu'on fait déjà effectivement depuis toujours. L'agriculture est une adaptation. Moi, je voulais pour illustrer la perception
du réchauffement climatique chez les agriculteurs, on a fait au sein de la coopérative Terrena, on a fait une enquête auprès de 200 adhérents pour savoir quelle était la perception du changement climatique. Et à la question de la perception des effets sur leur exploitation du changement climatique, les 3/4 se disaient assez peu sensibilisés à cette question-là. Alors ça témoigne, à mon avis, d'une certaine confiance, on va dire, dans la capacité de l'agriculture à évoluer et à s'adapter. On l'a vu dans la présentation qui vient d'être faite, on peut avoir des effets positifs, on va pouvoir décaler les cycles de culture, on arrivera à s'adapter. Maintenant, cette confiance, je pense qu'elle repose aussi sur une évolution modérée du changement climatique. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on reste dans ce scénario, le scénario bleu. De toute façon, au-delà, ce serait catastrophique. Au-delà, ce serait sans doute beaucoup plus difficile, même pour nous, notre agriculture française, de s'adapter. Et afin de rester le plus proche possible de ce scénario bleu, je pense qu'on a un rôle à jouer en tant qu'agriculteur, puisque, ne faut pas se le cacher, l'agriculture française, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre nationales. J'ajouterais qu'il y a un critère supplémentaire, c'est qu'on sort quand même de 50 ans d'agriculture intensive, 50 ou 40 ans, et qu'on a changé le modèle il n'y a pas tellement longtemps, et qu'on rechange de modèle, on change de modèle à nouveau avec l'agroécologie. Donc quelque part, c'est un cycle très très court où il a fallu que l'agriculture s'adapte non seulement à une nouvelle façon de consommer, ce qui lui a aussi valu des critiques, mais maintenant à un phénomène beaucoup plus global qui est le changement climatique. Parlez-moi un petit peu de ce que vous faites en Bretagne avec justement Terrena. Alors vous êtes ce qu'on appelle une sentinelle. Parce que vous agissez concrètement, vous êtes éleveur en Bretagne, au nord de Nantes, je crois. Oui, c'est ça. Donc, au nord de Nantes, vous mettez ça en Bretagne ou pas? Oui. C'est un autre débat. Je voulais éviter le débat, mais bon, il est posé. Donc, je suis, on va dire, un des 22 000 adhérents de la coopérative Terrena. Donc, c'est une grande coopérative du Grand Ouest de la France, Pays de Loire, Poitou-Charentes principalement. Je précise que je ne l'ai pas dit, que cette conférence est proposée par COP de France et Périfem, parce que je ne l'ai pas dit en introduction, et c'est important. Voilà, et Terrena est un des membres actifs de COP de France. Donc, nous sommes implantés dans le Grand Ouest, et on a ce qu'on appelle effectivement des agriculteurs sentinelles de la terre. Donc, ce sont des agriculteurs qui vont repérer, tester, innover dans leurs exploitations. Et ces innovations, ensuite, elles vont être travaillées par la coopérative, et l'objectif, c'est d'essayer de le partager ensuite au maximum d'agriculteurs. Donc c'est pour ça le terme de sentinelle, c'est essayer de porter des solutions nouvelles et de pouvoir les développer si elles sont intéressantes. Alors sentinelle et avant-poste, parce que sentinelle c'est simplement dire voilà ce qu'on constate, et puis avant-poste c'est l'avant-garde, c'est ce qu'on met en place pour donner l'exemple. Vous en tant que sentinelle, qu'est-ce que vous avez constaté sur votre exploitation ces 20 dernières années ou 10 dernières années? Qu'est-ce qui a déjà changé? J'aurais du mal à parler des 20 dernières années parce que je suis exploitant que depuis 2010. Non, je pense que ça a été très bien dit tout à l'heure. On est plus sensible à des évolutions météorologiques, des événements qui vont dans un sens ou dans l'autre, qu'à des tendances lourdes. On n'arrive pas à percevoir en tant qu'agriculteur en France, vraiment. Enfin, si, on voit un peu des changements de cycle. Alors moi, je suis producteur de lait et donc je fais de l'herbe. Donc effectivement, on voit des mises à l'herbe qui sont un peu plus précoces. Mais c'est vrai que les années se suivent et se ressemblent pas. On va avoir des années sèches, des années humides, et on ne voit pas cette tendance de changement climatique. Oui. Donc votre père, qu'est-ce que lui dit? Je pense qu'il dirait à peu près la même chose. Oui. Vous percevez des changements, mais vous ne pouvez pas dire que c'est une tendance lourde. On ne peut pas, à l'échelle de l'exploitation ou même de notre petit territoire, arriver à percevoir, je pense, ces tendances lourdes. Il faudrait regarder sur une échelle beaucoup plus longue. Alors du coup, qu'est-ce qui vous fait venir justement dans cette démarche de sentinelle, puisque c'est quoi? C'est le discours, c'est ce qu'on vous entendez autour de vous, donc. Sentinelle, moi, ce que ça m'apporte dans le quotidien de mon métier, c'est que on est dans une démarche de remise en cause constante de notre métier. On est dans une démarche de progrès, et ça, en tant qu'agriculteur, en tant que encore un peu jeune agriculteur, je trouve ça enrichissant. Ça permet de se renouveler en permanence, et ça apporte de la valeur intellectuelle à notre métier.
Alors, qu'est-ce que vous faites pour limiter les impacts de GES que vous avez sur votre exploitation? Alors d'abord, je voudrais dresser un peu le panorama des émissions de gaz à effet de serre, puisque je disais l'agriculture, c'est à peu près 20% des émissions nationales. Alors sur ces émissions, on est principalement émetteur. D'abord, un peu plus de la moitié, c'est du protoxyde d'azote. Donc c'est produit principalement par les engrais, les fertilisants azotés. Ensuite, c'est une forte proportion, quasiment la moitié de méthane, donc qui lui est principalement produit par les ruminants. Et puis on a une petite proportion, 8% environ de CO2, ce qui nous distingue un peu des autres secteurs, les consommations de carburant et d'énergie. Donc on est effectivement producteur de gaz à effet de serre, ça ne faut pas se le cacher. Par contre, on a des solutions. Puisque ces 3 gaz à effet de serre, on est capable d'essayer, je parlerai de stratégie pour les réduire sur nos exploitations. Et en plus, on a cet avantage par nos hectares, en particulier de prairies, d'avoir la capacité de stocker du carbone dans les sols. Et ça, c'est une partie vraiment très importante que l'agriculture essaie de faire reconnaître. Et puis, on peut aussi contribuer à réduire le bilan carbone national en produisant nous-mêmes de l'énergie par du photovoltaïque ou de la méthanisation. On y viendra un peu plus dans les détail tout à l'heure. J'aimerais qu'on augmente le volume de mon micro pour que je puisse m'entendre un peu plus. Voilà, merci beaucoup. Je vais me tourner vers vous, Marie-Laure Leboutin. Vous êtes responsable développement durable de Triskalia. Alors, comment le groupe Triskalia, en le présentant brièvement, comment le groupe Triskalia s'est engagé effectivement dans la lutte ou dans l'adaptation au changement climatique? Oui, alors, ça va au niveau du micro? Un peu plus haut, là aussi, le micro, celui-là. Voilà. Oui, merci. Donc, le groupe Triskalia, c'est comme Terrena, c'est un groupe coopératif agricole et agroalimentaire breton, donc sur toute la Bretagne. Et donc, je vais parler plutôt de la partie agroalimentaire, sachant que l'on a donc 18 000 adhérents, 300 sites, dont une bonne 25 sites industriels, à la fois de nutrition animale et de transformation de production végétale et animale. Donc on est aussi conscient de ces changements climatiques. Là, je rejoins mon voisin. À l'échelle de quelques années, on ne peut pas se rendre compte. On voit des variations de météo d'une année sur l'autre. On voit des impacts, des tempêtes, des étés plus chauds, des étés plus froids. Mais on ne peut pas mesurer. Donc la prise de conscience, c'est plutôt une prise de conscience globale du changement climatique par rapport à ce que l'on entend, ce que l'on suit. Et c'est aussi, en fait, on se rend compte que les gaz à effet de serre sont fortement liés à la compétitivité des entreprises. Quand on prend l'agroalimentaire français, je crois que le poste de consommation d'énergie est un des troisième postes et doit être dans le 3e poste de dépenses. Là, ce sont les chiffres de COP de France. On retrouve les mêmes impacts, donc c'est déjà pour nous une question de compétitivité. Et puis on est aussi sur des activités fortement météodépendantes. On sait qu'à l'avenir, il faut, avec des variations de climat ou de météo, on aura des impacts sur nos productions, donc sur l'approvisionnement aussi de nos outils industriels. Donc il y a cette prise de conscience dans les enjeux. Bertrand Swiderski, vous êtes directeur RSE de Carrefour, donc le groupe Carrefour, qui est un gros distributeur mondial et bien sûr installé en France. Qu'est-ce qui fait que le distributeur, je pose la même question aux trois finalement, pour voir la prise de conscience, le niveau et pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'un groupe comme le vôtre s'intéresse non seulement je dirais à ces nouveaux modes de distribution pour ses clients, mais aussi à l'amont de sa propre activité, c'est-à-dire la production agricole et agroalimentaire? Oui, en effet, je vais répondre, mais d'abord, peut-être pour positionner un peu le sujet, je trouve que c'est très important la remarque qui a été faite sur les 20%. Enfin, l'alimentation, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre en France, et c'est 21% au niveau mondial. Ça, c'est un débat, et je remercie de créer cette conférence, mais c'est très peu abordé ce sujet. Hein, on parle... Beaucoup des transports. Là, j'ai devant moi l'énergie, c'est 23%. Le débat pour la COP21, il est dominé par l'énergie. C'est clair. Alors qu'en fait, on a un vrai défi qui est un défi alimentaire. Donc je pense que c'est bien d'aborder ce sujet. Et pour nous, le défi alimentaire est un défi qui est colossal. Parce que 70% des émissions d'un produit est lié à l'amont. Donc c'est clair. Mais par contre, nos magasins, notre activité est liée à l'existence de produits alimentaires.
C'est-à-dire que nous, on a pris conscience que si on n'agissait pas aujourd'hui sur le climat de manière globale, si on n'essayait pas avec nos fournisseurs, avec nos clients, à trouver des solutions, un jour, on en aurait de moins en moins de produits. Vous savez, il y a des exemples qui sont très simples. On a la noix de cajou. La noix de cajou, c'est un produit, et ben d'un seul coup, on s'est rendu compte que les rendements baissaient. On s'est rendu compte que les prix augmentaient. Et on s'est rendu compte que c'était lié à un problème climatique. On s'est rendu compte qu'on avait aussi quelquefois des prix en hausse sur certains poissons, qui étaient liés à des dérèglements, cette fois-ci, de biodiversité. Et puis, on a le chocolat, qui devient de plus en plus difficile à aller acheter, avec des cours qui montent, avec des cours mondiaux en fait, qui sont de plus en plus compliqués. Et d'ailleurs, des petits producteurs de café quittent leur exploitation parce que de toute façon, ils sentent que ça devient de plus en plus compliqué. Ils sentent que les rendements baissent, etc. Donc en fait, si on se projette dans l'avenir, il faut essayer aussi de trouver des solutions pour qu'on garde des produits en magasin. Donc, ce que je retiens de ce que vous m'avez dit tous les trois à l'instant, c'est que finalement, vous travaillez ensemble, alors chacun de votre côté, parce que vous ne connaissez pas forcément, mais qu'il y a un lien maintenant qui est, on va dire solide, mais qui est réel entre, c'est le titre, de la fourche à la fourchette, entre l'agriculteur, entre le transformateur et entre le distributeur. Chacun dépend de l'autre, on va dire, et vous l'avez très bien illustré. On peut acter cette nouvelle prise de conscience de l'écosystème alimentaire. Ouais, alors vous avez dit qu'on se connaît pas bien. Attendez, que ce soit Terrena ou Triskalia ou COP de France ou les coopératives, on travaille ensemble. D'ailleurs, on a lancé avec COP de France un appel pour qu'on puisse innover, qu'on puisse trouver de nouvelles solutions, etc. Donc, bien sûr que de la fourche à la fourchette, on est tous liés. Et bien sûr, le distributeur est un peu au milieu. Mais je répète, le défi climatique, ce n'est pas un défi d'une personne, d'un producteur agricole, des consommateurs, c'est un défi collectif. Donc on est tous dans le même bateau. Alors, Julien, qu'est-ce que vous faites concrètement sur votre exploitation ? Alors, vous parliez des gaz à effet de serre que votre activité personnelle et celle des éleveurs et des producteurs de lait engendre. Vous parliez notamment du méthane que produisent les bêtes, le bétail. Qu'est-ce que vous faites alors concrètement ? Oui, concrètement, effectivement, comme je suis producteur de lait, j'élève des vaches laitières. Le principal levier que je vais pouvoir activer pour réduire ma production de gaz à effet de serre, c'est effectivement le méthane, qu'on dit méthane entérique, c'est-à-dire c'est le méthane qui est produit par les fermentations qui se déroulent dans la panse des vaches et puis qui vont dégager par les rots et non par les paies, comme on l'entend souvent. Et donc pour réduire ce méthane entérique, il se trouve qu'on va jouer sur l'alimentation des vaches, puisqu'on va avoir la capacité, par des apports d'oméga 3, alors qu'on connaît bien aussi en nutrition humaine, des oméga 3 naturels, on va avoir la capacité d'orienter favorablement, là je vais être un peu technique, mais on va orienter favorablement les fermentations dans la panse, et ça va avoir comme effet de produire moins de méthane. Alors ces oméga 3 naturels, mes vaches vont les trouver dans l'herbe qui est pâture 10 mois sur 12. Elles vont la trouver dans de la luzerne qu'on apporte aussi et dans de la graine de lin qu'on va incorporer au mélange céréalier qu'on amène aux vaches. Donc, pour aller plus loin en plus dans le système, je vais réduire la quantité de méthane en apportant des oméga 3. En plus de ça, donc ces oméga 3, je les apporte par du pâturage. Donc, je vais augmenter la part de prairies. Donc, ces prairies, en les travaillant bien, elles vont me permettre aussi d'être moins dépendant d'importation de protéines, dont de soja. Donc ça va me faire réduire aussi la part de CO2 indirectement émise. Ça va me faire augmenter ma surface de prairie et ça va me faire augmenter la durée de vie de mes prairies. Donc je vais stocker du carbone, donc je vais avoir un autre impact. Je vais aussi être tenté de cultiver des légumineuses, dont la luzerne sur mon exploitation. Donc c'est une plante qui capte l'azote de l'air. Donc dans la rotation, je vais apporter moins d'azote minéral. Donc je vais produire moins de protoxyde d'azote. Donc on a un système qui est très vertueux sur l'ensemble. Et en fait, on a un système d'évaluation des économies de rejet de méthane en particulier, qui est développé par la société Valorex avec laquelle on travaille et qui est en lien avec l'association Bleu Blanc Cœur. Que vous connaissez sans doute, et donc ces systèmes d'équation évaluent sur mon exploitation l'économie à environ 60 tonnes d'équivalent CO2 par an
du fait d'alimenter mes vaches de cette façon-là. Ça représente aussi, on aime bien ce chiffre-là pour en parler, c'est 450 000 km de voitures d'économiser. Alors, qui vous a sensibilisé et qui vous a surtout formé et qui vous a amené dans cette voie exactement? Parce que, comme vous dites, vous êtes agriculteur exploitant depuis 2010. Ouais. Bon, on ne vient pas comme ça, d'un coup, on ne se réveille pas le matin en se disant je vais me mettre à faire avec une autre façon d'élever. Qui vous a aidé, qui vous a conseillé? Là, je crois que l'essentiel du travail vient de la coopérative. C'est dans l'ADN des coopératives agricoles d'apporter cet accompagnement technique, cette innovation. D'ailleurs, on le voit dans l'enquête dont je parlais tout à l'heure, la quasi-totalité des agriculteurs enquêtés attendent de la part de la coopérative des propositions, des innovations qui vont dans le sens de cette maîtrise des gaz à effet de serre. C'est la deuxième année maintenant que Terrena a lancé un dispositif qui s'appelle AgriCO2. Donc AgriCO2, c'est un dispositif qui a été travaillé avec l'INRA et l'ADEME, qui propose aujourd'hui c'est 12 mesures techniques sur toutes les exploitations, quelles que soient les productions. Ça va de l'alimentation des porcs, les grandes cultures, la plantation de haies. Donc des mesures techniques qui sont officiellement validées et qui permettent de réduire l'empreinte carbone globale de nos exploitations. Donc c'est vraiment le travail fourni par la coopérative et nous avec la coopérative, puisqu'on est, en tant qu'adhérents, nous sommes la coopérative et puis en tant que sentinelle, qui font qu'on avance dans le bon sens. Monsieur Swiderski, vous êtes directeur RSE de Carrefour, vous avez une vision globale. Là, on parle d'élevage en Bretagne. Vous dites que vous travaillez effectivement avec les coopératives. Par exemple, sur des cultures céréalières, vous constatez, vous aussi, des pratiques comme celle-là, des coopératives qui s'organisent pour une autre façon de semer, une autre façon finalement de faire ce métier d'agriculteur? Nous, déjà, on a dans nos stratégies deux grands axes. On a le premier axe qui est la lutte contre le gaspillage, et le deuxième axe, on en parlera juste après. C'est la biodiversité. Et donc, dans l'axe de la biodiversité, nous sommes convaincus que l'agroécologie, l'intégration de l'agroécologie dans les pratiques agricoles, elle est impérative. Vous avez soit vous avez une vision sur le fait que c'est la grande culture, etc., qui se développe, l'OGM. Vous savez qu'on a ce combat depuis une dizaine d'années du non-OGM. Soit vous croyez en l'agroécologie. Et quand vous croyez à l'agroécologie et que vous êtes un distributeur, ce que vous avez à faire, c'est à vous retourner vers vos fournisseurs et puis de leur dire mais qu'est-ce que l'on peut faire en agroécologie ensemble? Par exemple, si je prends l'exemple de Triskalia, quand on se retourne vers Triskalia nous dit « Moi, je peux tenter un brocoli sans herbicide ». Très bien. Brocoli sans herbicide, on le met en magasin, ce produit fonctionne, il marche, les clients adhèrent, on prend. On a les coopératives des fermiers d'Auvergne qui nous disent « Vous avez raison, l'agroécologie, c'est un peu le futur. Nous, on est prêt à vous faire un poulet dans lequel on n'utilisera aucun antibiotique pendant son élevage. » Donc nous, on dit, OK, très bien, on peut tenter. Ils utilisent de l'aromathérapie, ils utilisent de la phytothérapie. Et nous, on tente, on le propose au client, on lui explique au client, et les clients adhèrent. Juste une parenthèse sur ce produit. 3000 poulets étaient prévus en magasin les premières semaines, quand on l'a lancé l'année dernière. Aujourd'hui, on en vend 15 000 en une semaine. Donc c'est-à-dire que le client a une appétence pour ces sujets-là. Donc à nous de faire le lien entre le client et nos fournisseurs pour montrer que l'agroécologie est une voie d'avenir. Vitrine de l'agroécologie, en fait. Vitrine de l'agroécologie. Non, mais dans le bon sens du terme. Oui. Alors le mot vitrine est un peu compliqué. Je pense qu'il faut être. Je pense qu'une entreprise comme la nôtre, présente dans 10 pays, il faut être juste convaincu d'une chose. L'avenir de l'agriculture, l'avenir du produit que l'on aura en magasin, passera par l'agroécologie. Il faut juste être vraiment conscient de ça. Et que l'agroécologie est une solution au réchauffement climatique. Si vous êtes conscient de ça, et si ce lien-là, vous le faites, vous avez l'ensemble des équipes qui sont lancées dans ce combat. Et moi, je suis content de voir que l'enthousiasme que ça suscite. Puisque quand Julien nous explique dans son exploitation, qui fait 70 bêtes, il s'amuse à essayer de supprimer le soja, de substituer une protéine, etc. Mais c'est génial, non ? Tout à fait. Je veux dire, c'est ça le job. Je pense qu'il a beaucoup plus de plaisir à faire son job en se posant la question des protéines végétales, de comment je vais substituer, comment je vais mettre de la luzerne, etc., que d'essayer de le faire comme d'habitude. Donc je pense que nous, ce que l'on cherche, nous en tant que distributeurs, c'est des fournisseurs qui ont cette petite étincelle
vers l'agroécologie et qui partagent le même sentiment que nous, c'est ce futur avec l'agroécologie. Vous les préférez à ceux qui manifestent? Nous, on est un carrefour de tout le monde. Hein, mais Non, mais en tout cas, à nous de montrer une voie. Et je vous assurais que, avant de laisser Julien son enthousiasme s'exprimer, c'est pas en France seulement. Hein. Oui, Si vous prenez Taïwan nous fait un bœuf nourri avec de la luzerne. On a un poulet sans antibiotiques dans d'autres pays. On a un pomelos sans insecticides en Chine. Vous imaginez? La révolution est en cours. L'agroécologie est une solution. Julien. Oui, effectivement, je prends plus de plaisir à faire mon métier en essayant de réfléchir à des solutions, travailler la qualité de l'herbe, substituer des protéines. Je prends aussi beaucoup de plaisir, et on est en train d'y travailler sur mon produit laitier aujourd'hui, mais c'est déjà le cas au sein de Terrena, puisqu'on est polyvalent, on a un certain nombre de produits carnés également. Je prends beaucoup de plaisir à voir qu'on propose, nous aussi, Terrena propose à ses clients, donc la distribution, un nouveau type de produit qu'on appelle nouvelle agriculture. On a par exemple lancé, alors l'exemple était donné sur du poulet en Auvergne, mais on fait la même chose aussi par exemple sur du lapin sur notre bassin, où on a un lapin qui est produit sans antibiotiques, qui est produit avec une alimentation bleu blanc cœur. Et on prend plaisir, nous, en tant que producteurs, même si je ne suis pas producteur de lapin, mais je sais que la gamme des produits nouvelle agriculture va se développer. On prend plaisir à s'introduire dans cette nouvelle relation qu'on construit à travers les distributeurs, mais qu'on reconstruit une espèce de coopération nouvelle qu'on construit avec le consommateur. Ils ont des attentes, on a des moyens, faut qu'on discute, et puis il faut qu'on aille ensemble dans le bon chemin. Marie-Laure, parlez-moi un petit peu de solutions concrètes que vous mettez en place dans le groupe coopératif Triskalia, pour qu'on comprenne bien. Le sens de la démarche, on l'a compris, mais l'objectif que vous vous êtes assigné et puis les résultats que vous avez obtenus. Oui, alors en matière de changement climatique et d'atténuation du changement, évidemment, on travaille aussi sur la matière première agricole, puisque quand on regarde nos bilans de gaz à effet de serre globaux, on est quand même, ce sont les intrants, donc les légumes, les céréales, le lait, les porcs, les bovins, qui rentrent dans nos industries, qui ont le maximum d'impact. Mais les intrants, ça se travaille, comme on l'a dit, à assez long terme de toute façon. Ce sont de nouvelles pratiques culturelles, de nouvelles pratiques d'élevage, et on y travaille aussi. Donc en matière d'industrie, quand on regarde les postes, évidemment, il y a l'énergie qui a un impact très fort, mais aussi les déchets, les emballages, et chez nous, le fret, puisqu'on est situé en Bretagne, on exporte entre guillemets, en dehors de la Bretagne et en dehors de la France aussi. Donc, on fait faire beaucoup de kilomètres à nos produits. Donc, on travaille sur ces différents postes avec des résultats à plus ou moins long terme, puisqu'il y a des choses qui sont très efficaces et très rapides. Par exemple, on peut tout ce qui est dans nos industries, on chauffe, on refroidit, on sèche. Donc tout ce qui est récupération de chaleur en échaudage ou en surgélation. On a aussi tout le travail sur la maintenance, sur les nouveaux process, les nouvelles machines. Ça, c'est très intéressant parce que on voit que dans ces domaines, il y a des innovations très, très intéressantes. Oui, parce que vous fournissez aussi du matériel agricole à vos clients. Hein. Voilà. Alors là, sur ce domaine-là, on fournit du matériel agricole, mais je ne pourrais pas vous en parler plus que ça. Oui, ça veut dire qu'il va être moins énergivore, qu'il va peut-être être piloté par GPS pour éviter... Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais effectivement, on sait qu'il y a toute une gamme de solutions de machines agricoles qui permettent de limiter ces empreintes on est de plus en plus précis en matière d'agriculture comme de process industriels, avec des économies d'énergie qui sont assez notables. En matière d'emballage, on peut travailler, là on est sur des classiques aussi, sur la réduction du poids des emballages, sur la réduction des emballages en général. Et là, ça se fait évidemment en lien avec nos clients, notamment sur les produits où on est un marque distributeur, hein, c'est de la collaboration. J'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs sur la collaboration. Et puis en matière de déchets, l'agriculture n'a pas... ça fait très très longtemps qu'on travaille sur ces sujets. L'économie circulaire en agriculture, ça date d'il y a très très longtemps, puisque l'enrichissement des terres agricoles bretonnes, qui étaient très pauvres au début du siècle dernier,
par les effluents d'élevage. C'est de l'économie circulaire et c'est ce qui a permis de faire pousser pas mal de choses en Bretagne. Donc voilà quelques exemples de solutions concrètes que l'on peut mettre en œuvre. L'idée, c'est d'avoir un pool vraiment de solutions et puis surtout de faire le lien avec l'aval et avec l'amont. Avant de parler de lutte contre le gaspillage alimentaire et puis de biodiversité, on a connu un phénomène, celui des labels. On a bien les labels en France, celui des labels bio, agriculture biologique, qui finalement garantissait entre guillemets aux consommateurs une agriculture raisonnée avec le moins de produits phytosanitaires, encore qu'il y en a dans l'agriculture bio. Il faut souvent une idée reçue, mais il y a aussi un peu de produits phytosanitaires. Mais c'était des pratiques un peu isolées. Là, on a une chaîne d'agroécologie. Est-ce qu'on pourrait imaginer que demain, il y ait un label agroécologie qui permette aux consommateurs de savoir que ce n'est pas forcément que le producteur qui s'est engagé, mais que c'est les producteurs, le transformateur, le distributeur? Alors, sur les labels, déjà, je ne sais pas s'il va y avoir un label. Non, mais par contre, pour communiquer, pour que le consommateur, vous disiez, il y a une appétence pour que le consommateur se dise, je vais vers ce produit, parce que la chaîne qui est en amont, non seulement elle est vertueuse, mais elle permet effectivement de limiter les impacts. Oui, moi je pense qu'il faut amener un vrai atout au produit. Je vais revenir sur notre poulet sans antibiotiques, ou le lapin sans antibiotiques, ou peut-être le lait issu voilà, durable. Si le consommateur, il comprend son antibiotique, qu'est-ce qui se passe? Il achète. Quand il achète, il montre qu'en fait, il y a une demande. Et vous allez voir, là, je peux le prédire, le poulet, il ne va plus jamais s'élever avec antibiotiques. Donc, vous auriez pu mettre un label, d'accord? Ce qui est important, c'est quand même d'avoir des choses concrètes à donner à nos clients, qui soient comprises, et qui permettent de changer le marché. Mais ça veut dire que dans l'avenir, aucun de vos produits, dans aucun de vos magasins, ne sera mesuré ou aura un impact, ou n'aura pas d'impact justement sur l'environnement. C'est-à-dire qu'on peut, parce que vous vendez pas que de l'alimentaire. Non, mais si on croit au fait que l'agriculture doit se transformer, doit faire un bond technologique entre guillemets, si on croit en la permaculture, si on pense que c'est un mode potentiel dans quelques années, si on croit à une agriculture sans intrants chimiques, etc., il faut y aller à fond. Et il n'y aura pas besoin de label particulier. Il y aura juste besoin d'une envie, il y aura juste besoin d'enthousiasme de tous les acteurs pour qu'on puisse y arriver. Ça va pas se faire tout de suite. Mais c'est pas sûr qu'on a besoin d'une multiplication des labels. Parce que vous avez raison, le label agriculture biologique peut pousser la filière. À pousser la filière. Mais aujourd'hui, peut-être certains vont beaucoup plus loin. Et certains apportent des nouvelles choses. Ce qu'il faut, c'est toujours être innovant. Toujours conserver ce niveau d'innovation. Ne jamais se contenter du stade auquel on est arrivé. Sachant que là, l'innovation, elle est presque contrainte parce qu'on est face à un défi climatique majeur et que si on ne fait pas ça, si vous ne participez pas, vous, à votre échelle, et que personne ne fait rien, on va droit dans le mur, comme on dit. Hein. Julien? Non, après, cette vision, je ne sais pas si elle est à 20 ans, 30 ans, ou 50 ou plus ou moins. Aujourd'hui, nous, on essaie de situer, je vous parlais des produits de nouvelle agriculture de chez Terrena, on essaie de mettre en avant une marque, on essaie de faire du co-branding, on essaie de se situer aujourd'hui entre ce qu'on appelle d'un gros mot l'intensif et le bio, d'avoir une offre avec des garanties de production, mais en termes de prix qui reste accessible pour le consommateur. Dire demain toute l'agriculture, alors effectivement dans 20 ans, 30 ans, ce sera peut-être le modèle standard qui correspond aujourd'hui à l'agroécologie. Aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, produire de cette façon-là, ça nous coûte plus cher que de produire de façon intensive, et on a encore un certain nombre de ménages qui vont aller chercher, malheureusement, qui sont contraints d'aller chercher au prix d'abord. Donc le label ou la marque où il y a quelque chose, il y a un signe à mettre en avant encore aujourd'hui pour que le consommateur identifie ce type de produit. On est au début d'un cycle, on est bien d'accord. Vous qui avez une vision mondiale des choses, il y a des bons et des mauvais élèves. La France est plutôt un bon élève en général dans ce genre de pratiques. Est-ce qu'il y a des pays ou des continents, vous parliez de Taïwan tout à l'heure ou de la Chine, des pays qui ont beaucoup à progresser et qui restent encore sur des modèles, des systèmes agricoles traditionnels? Oui, malheureusement. Mais alors, déjà, je pense qu'on a tous beaucoup à progresser.
Donc on a tous beaucoup à progresser, à innover, à inventer de nouvelles choses. Oui, des pays ne combattent pas l'OGM. D'accord ? Nous sommes présents dans certains pays dans lesquels le combat de l'OGM n'existe pas. Donc on est quelquefois le seul à combattre le non-OGM. D'ailleurs, je tiens à dire que la France, nous sommes le seul à importer du soja non-OGM, d'accord, pour alimenter nos filières porc. Donc être le seul à mener un combat, c'est complexe. Donc vous cherchez des alliés. Et dans certains pays, il nous manque d'alliés, très clairement. Mais ce combat, on le mène quand même. Mais je voudrais revenir à des choses qui peuvent être très simples. Vous voyez, on s'est dit sur ce soja non-OGM que la meilleure façon d'alimenter nos filières, ce serait peut-être d'avoir un soja français. Donc on a lancé un œuf qui est élevé qui est produit par une poule alimentée avec du soja français. Et en fait, on s'est rendu compte que sur un territoire qui produit du soja français, nous, on pourrait avoir plusieurs fournisseurs qui font des truites, qui font du porc, qui font des œufs, qui font des volailles, qui font des foie gras, etc., tous alimentés par un soja français. Et donc, c'est à nous de dire à tous nos fournisseurs, si on y va tous ensemble, qu'est-ce qui se passe ? Et je ne veux pas annoncer quelque chose avant que nous, on l'ait en magasin, mais tous nos fournisseurs dans cette région nous ont dit OK. Nous ont dit OK, ça donne du sens, etc. Il faut juste savoir que si on substitue le soja brésilien par du soja français, on économise 150 kg de CO2 par tonne de soja. C'est colossal. Nous, on importe 180 000 tonnes de soja brésilien. Donc on a 180 000 tonnes fois 150 de capacité à diminuer les émissions de CO2. En même temps, dans une économie globalisée, c'est un peu difficile de fermer la porte au soja brésilien. Mais voyons l'agroécologie comme une voie du futur. Ne nous posons pas toutes ces questions. Je veux dire, si vous croyez en l'agroécologie, en l'ambition, et j'ai compris qu'on peut imaginer que ce soit à 20 ans. Oui, bien sûr. Non mais attendez, il faut le voir à 20 ans. Parce que si vous ne voyez pas à 20 ans maintenant des projets comme des projets de lait durable ou des projets comme des œufs avec du soja français, ça ne voit pas le jour maintenant. Et je vous assurais que le changement, il faut le faire aujourd'hui. Alors le changement, c'est maintenant. Marie-Laure, comment voyez-vous votre avenir et votre métier, votre activité dans 20 ou 30 ans ? Parce que vous êtes, on va dire, une pionnière, enfin vous êtes des pionniers, on va dire, mais d'autres vont embrasser la démarche. Alors comment vous voyez dans 30 ans ? Déjà, là où je rejoins mes camarades, c'est qu'on est vraiment sur des démarches de progrès. Terrena, c'est la nouvelle agriculture. Nous, on a Planète Positive. Ce sont des noms et des identités qu'on a donnés pour englober toutes les démarches de progrès que l'on veut faire au sein de nos groupes coopératifs. Et aujourd'hui, un des enjeux, c'est le climat. Les enjeux vont continuer à évoluer et nos démarches, c'est de nous adapter en permanence pour être là demain. On est une coopérative agricole, nous on est liés au territoire breton. Ça veut dire que pour que l'on soit là demain, il faut qu'on ait des agriculteurs, qu'on ait des outils industriels, qu'on ait des clients et des consommateurs qui sont en capacité d'acheter nos produits. Donc voilà les enjeux et à partir de là, eh bien, il faut pouvoir répondre à toutes ces attentes. Oui, alors ça veut dire que vos points de vente Triskalia, il y en a combien en Bretagne ? Non, on a des points de vente pour nos agriculteurs et pour le grand public. En jardinerie, on en a 300 à peu près. Quelle est la marque déjà ? C'est Magasin Vert. Magasin Vert, voilà. c'est ça. Là, on est vraiment sur la partie jardinerie, distribution. Quand je parlais des consommateurs, je parlais des consommateurs de nos produits industriels qui, via la grande distribution notamment, ou la restauration hors domicile, etc. Et donc, nos perspectives, c'est de continuer, comme on parle du climat aujourd'hui, de continuer nos actions dans ce domaine-là, continuer à limiter nos impacts au maximum. Et puis, on est vraiment sur des démarches collectives parce qu'on l'a vu, le changement climatique, il est global, il est à l'échelle de la planète. Quand on émet des gaz à effet de serre, on les émet dans l'atmosphère. Et ça ne sert à rien de travailler tout seul dans son coin si c'est pour déplacer les émissions. On peut avoir une bonne pratique au niveau d'un agriculteur qui aura comme conséquence d'augmenter les gaz à effet de serre chez l'industriel, par exemple. Donc si on ne travaille pas ensemble à l'échelle d'une filière, ça ne sert à rien. On a aussi beaucoup d'interactions entre nous. On livre les magasins, on livre les centrales de distribution. Donc le travail sur le fret, sur les emballages, sur la palettisation, ça se fait forcément ensemble.
Donc on est sur un sujet où on est obligé de travailler ensemble, et c'est aussi tout l'intérêt de cette démarche. D'un contexte global vers un contexte local, on a entendu au début de l'année, dans le rapport du GIEC aussi, que c'est la somme des actions individuelles, locales et territoriales qui importent aussi dans l'adaptation au changement climatique. Donc il y a une double dimension. On doit agir au niveau mondial, et c'est ce qui se passera du 30 novembre au 11 décembre au Bourget avec la COP21. Ça, c'est clair, c'est des enjeux politiques. Et puis, effectivement, au niveau local, territorial, on sent que c'est dans ces domaines-là qu'on peut gagner, parce qu'on multiplie, enfin, on additionne, comme on veut, les bonnes pratiques. Il est 15 heures. Est-ce que vous avez des questions, des témoignages à apporter avant qu'on continue à converser avec nos amis? Ici, alors, 1, 2, 3, 4, on va prendre la première. Je crois que c'est monsieur qui avait la main ici en premier, puis on reviendra ici après. Petite séance de questions-réponses ou de témoignages, hein, essayer de nous apporter aussi de la matière. Bonjour, je m'appelle Camille Durand, je suis en charge de la plateforme de formation Organic Stream, qui est une plateforme internationale pour les municipalités et les agriculteurs du monde entier, sur les sujets de l'organique, donc surtout les amendements organiques, le compost, toute la chaîne de valeur en fait, et la gestion des sols. Il y a un sujet qui est vraiment en train de monter, c'est ce qu'ils appellent en anglais le carbon farming. Donc c'est comment est-ce qu'on va séquestrer le carbone, le stocker dans les sols de façon prévisible en suivant des protocoles définis. D'ailleurs, je voudrais, tous ceux qui sont intéressés sur ces sujets, on est en train d'organiser une table ronde au Bourget le 4 décembre dans l'après-midi, avec une entrée gratuite, où on va amener un petit peu des représentants internationaux sur ces sujets pour faire un point sur les dernières avancées en termes de recherche, puis surtout débattre cet aspect contribution aux émissions et aux gaz à effet de serre. C'est un sujet très important dont j'aimerais entendre un peu plus parler dans ce débat, parce que lorsqu'on va utiliser des amendements organiques et qu'on va en fait fixer le carbone dans les sols, on va avec des produits de type compost. On parle de rétention d'eau, donc dans vos préconisations pour l'adaptation du système agricole en vue du réchauffement climatique, on va avoir plus de besoins en eau. Bon, voilà, il y a plus de rétention d'eau. Par rapport aux engrais chimiques, on est vraiment sur une alternative beaucoup plus durable, parce que quand on regarde la contribution en émissions de l'agriculture qu'on appelle conventionnelle, et surtout les pratiques fertilisantes, c'est quand même assez terrifiant. C'est beaucoup d'énergie fossile, etc., de transport, d'import, export. Donc voilà, c'est un premier élément dont j'aimerais entendre un petit peu s'il y a des initiatives fortes sur l'amendement des sols. Et la deuxième chose, je voulais souligner, donc j'attends avec impatience aussi le débat sur le gaspillage alimentaire, parce que quand on regarde les contributions, encore une fois, dans le débat sur le changement climatique, les contributions du gaspillage alimentaire, donc on a vraiment un gros effort à faire en prévention, et je voudrais souligner que l'impact, il est énorme sur cet aspect préventif du gaspillage alimentaire qui est dans la chaîne de valeur ici, et vous connaissez les chiffres, c'est assez terrifiant. Donc voilà, je voulais juste, si vous avez des remarques là-dessus, et s'il y a des initiatives. Julien, peut-être un mot ? Pour être vraiment précis sur ce sujet, je pense qu'il faudrait vraiment en discuter plutôt avec des techniciens de l'Institut de l'élevage. Moi, j'ai une vision que d'agriculteur et de ma pratique. Alors, je partage complètement l'intérêt des amendements organiques, que ce soit alors surtout sous forme compost, mais même nous, on produit des effluents d'élevage. Maintenant, on est aussi utilisateurs, nous et sur la coopérative, les agriculteurs d'engrais de synthèse. Mais les démarches qu'on a et qui sont engagées depuis longtemps maintenant, mais qu'on affine toujours, et on est toujours sur des démarches de progrès, c'est adapter toujours au mieux les apports aux besoins de la plante, parce qu'il ne faut pas non plus faire des impasses totales. Alors après, avec les apports organiques, on va pouvoir alimenter suffisamment la plupart des plantes, mais il ne faut pas non plus se priver. Nous, on développe aussi ce qu'on appelle, par un oxymore, l'agriculture écologiquement intensive chez Terrena. Donc ça veut dire que on ne s'interdit pas de garder une agriculture performante et productive, mais en le faisant avec le moins d'intrants non renouvelables possible.
mais le moins possible, ça veut dire que là où c'est quand même nécessaire, là où on va pouvoir avoir où on a un potentiel pédoclimatique qui nous le permet, faut quand même réaliser l'apport dont le blé a besoin. Donc on s'interdit pas tout ça. Maintenant sur le stockage du carbone, je parlais des prairies. Moi, c'est un de mes axes prioritaires en tant que producteur de lait et un fervent défenseur du pâturage et de l'herbe. Oui, on a à faire reconnaître un peu plus en avant par les pouvoirs publics la capacité de stockage du carbone dans les sols. Maintenant, c'est un travail qui est un peu plus compliqué que ce qu'on est capable de faire pour évaluer le méthane qui n'est pas rejeté par les vaches. Je cite un petit fascicule là, de l'ADEME. Les matières organiques du sol constituent une réserve de carbone organique le plus important devant la biomasse des végétaux. Le premier mètre des sols mondiaux stocke entre 1500 et 2400 milliards de tonnes de carbone organique. C'est dire le rôle essentiel qu'a effectivement le stock carbone des sols. Donc je remets un peu en perspective ce que vous disiez pour votre table ronde du 4 décembre, c'est ça au Bourget. Pardon, juste pour compléter, c'est d'ailleurs un enjeu aussi du ministère de l'Agriculture. Stéphane Le Foll parle d'un plan 4 pour 1000, où l'objectif c'est d'augmenter la teneur en matière organique du sol de 4 pour 1000. Alors ce qui peut paraître faible. Non, enfin quand on voit le chiffre, c'est vrai que ça fait pas grand-chose, mais oui, techniquement, ça se fait sur la durée, grâce à des apports organiques, grâce à des travaux sur les rotations, etc. Mais oui. La capacité de stockage du sol est assez énorme. Je vous montre ce petit fascicule carbone organique des sols, l'énergie de l'agroécologie, une solution pour le climat. C'est un fascicule ADEME que vous pouvez trouver ici à World Efficiency, puisque vous avez un stand ADEME qui est juste un peu plus bas, et ils ont pas mal d'exemplaires de ça. Donc si ça vous intéresse, en repartant tout à l'heure, puisqu'on a dit que c'était un congrès salon, on posait les problématiques en session congrès et on trouvait les solutions. Alors ça c'est une solution toute simple, mais ça peut vous être utile. Je crois monsieur au premier rang, puis après monsieur juste là. J'essaie de faire dans l'ordre de ceux qui ont levé la main, et puis mademoiselle là-bas. Oui, bonjour, Jean-Guillaume Péladan, gestionnaire d'actifs chez Sycomore Asset Management. Une question, est-ce que vous pourriez nous aider à appréhender un petit peu plus en quantifiant ce que vous avez dit? Alors, par exemple, les 60 tonnes par an d'équivalent CO2 rapportées au litre de lait, ça fait quoi? Et est-ce que c'est un pourcentage significatif de l'empreinte carbone? Et de même pour Carrefour, donc vous avez des convictions sur l'agroécologie, je m'en réjouis, je les partage. Mais aujourd'hui, concrètement, dans votre gamme alimentaire, combien représentent des produits qui ont une plus-value environnementale marquée, comme le bio ou ce type de produits-là? Julien, d'abord sur les 60 tonnes. Alors sur les 60 tonnes, ça représente de l'ordre à peu près une économie de 15% sur les rejets de méthane produits par mes vaches. Maintenant, il y a tout le système global de l'exploitation que je n'ai pas. Là, ce n'est qu'une évaluation sur la partie alimentaire purement des vaches. On a un outil qui est développé par l'Institut de l'élevage qui s'appelle Cap2ER, qui est un outil diagnostique pour évaluer vraiment sur toute l'exploitation. J'attendais il devait sortir ces derniers temps. Moi, je le ferai cet hiver chez moi tranquillement. Mais l'objectif qu'on a fixé au niveau agricole, c'est d'arriver à réduire la production de gaz à effet de serre au global de 20% à l'horizon 2020. Et on a, à mon avis, tout à fait les moyens techniques pour y arriver. Moi, sur la partie, nous, on a toute une gamme de produits qui s'appelle les produits filière qualité Carrefour. C'est une gamme de produits que l'on étend partout dans le monde. Elle est basée sur 3 principes. Premier principe, un partenariat avec des exploitants agricoles. Et on a 22 000 partenaires dans le monde agricole qui produisent des filières qualité Carrefour. Ensuite, dans le cadre de ces filières, dans le cadre de ce partenariat, il y a une notion de durabilité. Le deuxième axe, c'est l'agroécologie. Intégrer l'agroécologie dans ces filières, c'est assez varié. Hein. Ça peut être lié à de l'amendement sans intrants. Ça peut être lié à, par exemple, les pommes en France, c'est 0 traitement après récolte. Hein, donc aucun traitement chimique, notamment de conservation. Les pommes de terre, pareil en France, qui nous pose un problème de germination en magasin, c'est 0 traitement après récolte. Et ça, on a donc, je dis, 22 000 producteurs. On fait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en France sur ces produits-là. Il y a 80 produits globalement et on dit qu'on a 550 filières dans le monde. Avec la dernière filière, il y a le dernier né des filières, c'est le Pomelos en Chine,
qui est un peu une innovation à contre-courant dans le pays. Et après, sur le bio, je n'ai pas le chiffre d'affaires du bio global sur notre chiffre d'affaires. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la tendance, elle est à la hausse et que la mise en évidence en magasin, elle est assez forte, notamment depuis qu'on a lancé, dès l'année dernière, une banane bio équitable. On a lancé une banane bio en magasin et on en a fait 13 000 tonnes sur un total de 60 000 tonnes. Donc on a une augmentation du chiffre d'affaires qui est plutôt à 2 chiffres sur ces produits-là. Et on reste le premier vendeur de bio en Europe. Tendance, on va dire peut-être pas lourde, mais signal fort. Ouais, signal fort. Signal fort du consommateur sur les produits et sur aussi le fait qu'on l'ait peut-être bien mis en évidence en magasin. Je pense qu'en magasin, on avait fait des bio-corners, nous. Ça a marché sur une clientèle qui était très bio, mais ça n'a pas ramené une nouvelle clientèle. Bah, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est l'enjeu qui tire effectivement la consommation. Si c'est juste pour se faire plaisir, parce que c'est par conviction personnelle, on fait ça dans son coin. Voilà. Si ça a véritablement une signification beaucoup plus globale, je pense que le consommateur peut être beaucoup plus sensibilisé et jouer son rôle de citoyen. Oui, et puis vous savez, quand on met le bio à côté du conventionnel, et le client fait le choix, il choisit entre une banane conventionnelle et une banane bio, il se rend compte que la différence de prix est pas significative, et il choisit le bio et on arrive à en vendre beaucoup plus. Ouais, peut-être on essaiera de glisser un mot sur les coûts, mais bon, on va essayer d'avancer pour parler aussi du gaspillage alimentaire. Monsieur, pardon. Oui, je suis médecin et physiologiste, et je voulais avoir votre avis sur, ou tout au moins des données récentes, en ce qui concerne l'impact du protoxyde d'azote ou d'autres molécules de ce type sur l'élevage et sur la production aussi végétale. Est-ce que vous avez des données récentes? Alors vous êtes médecin vétérinaire alors? Non, je suis médecin et vous demandez les impacts sur l'élevage. C'est pour ça que je me suis posé la question. Oui, bien sûr, j'ai compris, c'était une plaisanterie. Non, le protoxyde d'azote, il est plutôt émis dans les champs par les épandages d'engrais, qu'ils soient organiques ou minéraux. C'est la transformation de l'azote qu'on apporte sous forme. Alors après, là, c'est du technique même qui me dépasse, mais forme uridique, ammoniacale, ou qui vont se transformer, s'oxyder et se transformer en N2O et partir dans l'atmosphère. Donc c'est plutôt l'impact là dont je parlais, c'est que c'est un puissant gaz à effet de serre qui est 3 fois plus puissant. Enfin, il y a un facteur 300 par rapport au dioxyde de carbone, plutôt qu'un impact sanitaire sur les animaux. L'impact sanitaire qu'on va avoir en termes d'azote sur les animaux, c'est plutôt les dégagements d'ammoniac qu'on peut avoir dans certains types de bâtiments mal ventilés, et là vous allez avoir des problèmes respiratoires pour les animaux et aussi éventuellement pour les travailleurs. La pâture n'a pas de conséquences directes sur les non, c'est... Il y avait une demoiselle là-bas qui voulait poser une question ou apporter un commentaire. Bonjour. Oui, 300 fois. Bonjour, donc Juliette Soulzel, je suis ingénieure en agroécologie et gestion des ressources, ingénieure agronome. Je voulais m'adresser à Carrefour parce que j'ai l'impression que l'agroécologie est devenue maintenant le mot magique qui est censé répondre à toutes les problématiques. Et l'agroécologie est quand même supposée aussi apporter une alimentation saine aux consommateurs à un prix raisonnable et aussi à apporter un niveau de vie satisfaisant pour le producteur, sachant que ses coûts de production vont augmenter. Et que parfois, du coup, on parlait des coûts. Voilà. Et parfois, l'agroécologie qui s'appuie sur des régulations biologiques va être très très longue à mettre en place sur une exploitation, donc ça va être difficile les premières années. Est-ce qu'aujourd'hui, la grande distribution est prête à faire des efforts sur ses marges pour pouvoir permettre un niveau de vie satisfaisant aux producteurs et des produits accessibles aux consommateurs? Je vais compléter la question en faisant très simple. L'agroécologie, combien ça coûte? Et est-ce que c'est cher? Déjà, dans votre question, dans votre question, il y a le maintenant. D'accord, je pense que j'ai donné des exemples de maintenant et je vais en donner, mais surtout c'est une vision future. Il faut que l'on partage une vision future pour avoir des résultats maintenant. Alors après, combien ça coûte? Le poulet sans antibiotiques, je vous en ai parlé. Je vous ai dit, on avait prévu 3 000, on en vend 15 000. Ça répond à une demande du client. C'est un produit qui fonctionne très bien. Et c'est ce genre de produit sur lequel il faut aller. Il ne faut pas essayer de se dire il y a réduction de marge, etc. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut essayer de vendre des produits de qualité.
il faut s'orienter vers des produits de qualité. Vous avez bien vu que notre PDG dans la presse s'est exprimé ce week-end sur la guerre des prix. La guerre des prix, il faut l'arrêter. Il l'a dit, c'est très clair, il l'a lancé. Vous avez mis un certain temps avant de vous en rendre compte, quand même. Non, mais je connais bien le groupe Carrefour et d'autres distributeurs. C'est que ça a été la guerre de tranchées pendant des années. Et enfin, vous avez compris que la guerre des prix, non, je pense vous tirez vers le bas. Je pense que, imaginez tout simplement. Parce que je ne suis pas d'accord avec votre remarque. Parce que si vous nous connaissez bien, vous savez par exemple que le non-OGM est un de nos combats. Vous pensez que du soja non-OGM arrivé au Havre, c'est moins cher ou c'est plus cher que du OGM? À votre avis? Non, dites-moi. Non, mais... C'est plus cher de combien? Ça, je ne sais pas. 70 € la tonne. Nous payons, depuis 10 ans, 70 € la tonne supplémentaire du soja qui arrive au Havre. On en apporte 180 000 tonnes et on le finance. Moi, je veux dire, vous pouvez beau faire la guerre des prix avec le jambon, etc. Nous, on le vend quand même au même prix que les autres. Donc la marge, je veux dire... En marque distributeur, alors. En marque distributeur. Ouais. Notre porc, nous, en marque distributeur, il est non-OGM. Quand vous faites un poulet sans antibiotiques, vous pensez que ça coûte moins cher ou plus cher à produire? Vous pouvez demander à Julien. Plus cher. Mais plus cher. Et on le vend quand même au prix du marché. Alors, donc je ne suis pas d'accord avec votre remarque parce que déjà, elle est fausse à mon avis. On a toujours gardé ce combat, même si aujourd'hui on l'intensifie. On a toujours gardé ce combat. Même dans une période de communication sur le prix, nous avons gardé ce combat. Et moi, je peux vous dire que, et je le dis aux ONG aujourd'hui, on a quand même du mal à ce que les autres gardent le combat aussi, sur beaucoup de sujets. Et je pense que ce qu'a donné comme message notre président, pour l'ensemble du secteur, c'est que ne laissez pas tomber les vrais combats, qui sont les combats du futur. Parce que cette guerre des prix va ravager les combats du futur. On n'a pas lâché le non-OGM, on n'a pas lâché l'agroécologie, on ne lâche pas le sans antibiotiques. Et donc je pense que le procès qui est de dire que cette guerre des prix, elle n'a pas créé de valeur, elle en a créé. Oui, on a regardé nos contrats. Moi, je suis là pour animer et modérer, pas pour commenter. Mais juste, effectivement, quand vous dites que ça n'a pas créé de valeur, je suis bien d'accord avec vous. Mais en même temps, si vous n'aviez pas résisté à la concurrence sur les prix, peut-être que le groupe Carrefour n'existerait plus. C'est ce que je voulais dire. C'est pas une accusation de... Bon, celle-là, ça va. Voilà. C'est bien. Ça, c'est tout à fait vrai. Alors, de l'autre côté... Mais madame, retenez bien que ce combat, nous l'avons maintenu, que l'on le maintient et qu'on l'intensifie. Et que l'agroécologie est devenue le monde paradisiaque, etc. Je ne dis pas que c'est aujourd'hui le cas, mais je suis quand même là pour dire que notre vision future, il faut qu'elle soit exprimée, qu'elle soit claire, qu'elle soit entendue, pour qu'aujourd'hui, on ait des projets. Et dans quelques minutes, vous aurez Michel-Édouard Leclerc qui vient s'asseoir à cette table pour vous répondre également. Je suis prêt à parler des OGM. Du côté de l'agriculteur, enfin de l'éleveur, sur cette vraie question du coût, de l'agroécologie, des marges de la distribution, aussi des marges des transformateurs, tout le monde doit vivre. Je suis content d'entendre que la guerre des prix est terminée. Je vais pouvoir rentrer et annoncer des prix du lait en hausse. Non, nous, on travaille cette approche nouvelle agriculture au sein de la coopérative parce que c'est une démarche transversale. On part de l'acte de production qu'on fait dans un sens qui va vers l'agroécologie, qui n'est pas tout à fait de l'agroécologie dans toutes ses définitions, mais qui va dans le bon sens. Donc effectivement, on a des coûts, je vais y revenir à l'instant, en plus. Et l'objectif, c'est d'essayer d'apporter un produit qui a une plus grande valeur aux consommateurs et d'essayer de garder une partie de cette valeur ajoutée au service des producteurs aussi, qui sont quand même à la base de la chaîne. Donc là, l'agroécologie, est-ce que ça coûte plus cher à produire? On parle aussi de contraintes environnementales. Alors moi, je ne parle plus... J'aimerais bien qu'on parle plus de contraintes environnementales, mais plutôt essayer de travailler les leviers qu'on a à travailler l'environnement. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec le méthane de mes vaches, pour être tout à fait sincère avec la salle, je ne cherche pas à réduire le méthane pour réduire le méthane pour me faire plaisir. C'est un effet collatéral d'un outil technico-économique qu'on a mis en place. Le méthane, c'est un déchet de la rumination, donc en fait, moins je vais en produire, moins mes vaches vont en produire, plus elles vont être efficaces, plus la ration que je leur distribue va être efficace, plus les vaches vont être en bonne santé, vont être productives, vont avoir une meilleure reproduction. Donc j'ai un intérêt technico-économique à agir comme ça. Et en plus de ça, j'ai un intérêt environnemental. Donc ça va tout dans le bon sens. J'utilise des leviers. Et puis, en plus de ça, c'est un outil de communication
positive qu'on peut se réapproprier en tant qu'agriculteur. Moi, par rapport à mon voisinage, enfin, c'est extraordinaire de pouvoir, les gens qui viennent se balader sur la ferme leur dimanche, enfin, quand je commence à leur parler de ça, de leur dire 450 000 km de voiture, enfin, on est suffisamment décrié depuis des années. De l'éleveur breton. Au Sud-Bretagne. Sud-Bretagne. Non, une autre vision de l'éleveur en général. Une autre vision de l'éleveur, c'est vraiment c'est de la communication positive pour nous et pour la coopérative, c'est un outil de. Merci Julien. Marie-Laure, l'agroécologie, ça coûte plus cher? Alors, l'objectif, c'est que ce soit rentable, même plus rentable que l'agriculture conventionnelle. Après, dans la phase d'innovation ou de test ou de recherche de solutions, on a l'accompagnement au risque. Un agriculteur qui décide ou qui accepte de changer une méthode de culture ou d'élevage, à un moment donné, il va prendre un risque par rapport à ses pratiques habituelles qui sont relativement calibrées, qui sont sûres. Enfin, je pense que vous ne me contredirez pas. Et donc, il y a toute cette phase d'accompagnement au risque qui peut coûter, qui doit être, où on doit vraiment accompagner les agriculteurs, et c'est là que se situe le premier coût. Mais l'objectif d'une mesure d'agroécologie, c'est qu'elle soit plus efficace économiquement, environnementalement, socialement aussi. On va, pour les quelques minutes qui nous restent, évoquer le gaspillage alimentaire. Alors là, s'il y a bien un rôle, et je ne dénie pas votre activité, votre action sur le sujet qu'on abordait il y a un instant, mais là, s'il y a bien un sujet sur lequel vous êtes très actif et très efficace, c'est le gaspillage alimentaire. Et ça, c'est tous les distributeurs qui sont mis. Je crois qu'on en parle. Ça fait partie, bien évidemment, de la chaîne de la problématique de réchauffement climatique. Ça se traduit par quoi chez vous, chez Carrefour, exactement? Non, vous avez raison de l'évoquer. Et dans la salle, ça a été aussi évoqué. Un tiers de la nourriture qui est produite n'est pas consommée. Donc c'est un vrai enjeu. Et c'est pas un enjeu d'un acteur, c'est un enjeu très collectif. Je vous donne juste un exemple. On a étudié avec nos fournisseurs de bananes. Banane, c'est le fruit le plus vendu chez Carrefour au niveau international. C'est le numéro 1. Sur 1000 bananes dans un arbre chez nos fournisseurs, seulement 830 bananes vont être consommées. D'accord ? Donc on a une perte, on va dire, de 170 bananes sur l'ensemble de la chaîne. Avec une répartition assez inégale, hein. Le distributeur, nous, on va avoir à en éliminer. Notre première source d'élimination des bananes, de devoir se séparer des bananes, d'en faire un don aux associations, c'est cette fameuse banane que vous ne prenez pas. Vous savez, quand le client, par exemple, a une main de 5... La banane esselée. La single banana, on l'appelle, ouais. Vous savez, quand vous avez 5 bananes sur une main de banane, vous en trouvez une qui a un petit peu de points noirs, un peu de rayures, etc. Donc celle-là, vous ne la prenez pas, vous la laissez dans le rayon. Celle-là, c'est la banane célibataire, la banane toute seule. Celle-là, on ne la vendra jamais. Hein, celle-là, on n'arrivera pas à la vendre. En Belgique, on teste de la scotcher, de mettre à moins 30%. En France, on teste de la vente promo sur des bananes singles, de les mettre en sac, etc. On a beaucoup de mal à la vendre. Et il faut juste savoir qu'on n'arrive pas à la vendre parce que tout en amont, dans l'arbre, peut-être qu'un petit animal est venu prélever un peu de banane au moment de sa maturation. Et puis surtout que quand les bananes poussent, elles se frottent les unes aux autres. Donc avec certains producteurs, on met des coussins, on essaie de mettre des coussins entre les bananes, ou on met des sacs un peu en papier transparent pour éviter que les... On voit ça dans les dom-toms, ouais. Voilà, on essaye de plus en plus, très en amont, de tout faire pour qu'on n'ait pas... Ce qui n'est pas très normal. Non, mais c'est juste que ça illustre bien le côté collectif. Parce que la plus grosse partie des bananes qui est gâchée, chez nous, consommateurs. Pas chez nous, Carrefour, mais chez nous, consommateurs. On jette la banane parce qu'elle est trop noire. Mais elle est trop noire parce qu'on n'a peut-être pas tous fait le job en amont. Hein, donc cette notion collective de filière, elle est hyper importante. Et si on s'y met tous, on arrive à trouver des solutions. Mais vous n'affranchissez pas ainsi le consommateur quand même. Surtout ma question, pas. Est-ce que le consommateur fait partie du système agroécologique? Enfin là, je parle de gaspillage alimentaire. Mais... Oui, regardez. Par exemple, à la fourchette. Là, je viens de Roumanie. On a un programme de gaspillage alimentaire international. Hein. Ils essaient de communiquer auprès des clients sur le fait qu'une banane verte, elle se consomme et elle se garde plus longtemps. Vous voyez, en France, on consomme la banane jaune. Dans les magasins, vous allez voir de plus en plus la banane verdir un peu pour qu'elle reste plus longtemps et en magasin et chez le client. L'ananas en France, on est le seul pays à le consommer jaune.
Et sur la réglementation qui vient d'être adoptée sur le gaspillage alimentaire, vous avez, bon, forcément, c'est la réglementation, donc il faut appliquer, mais ça se fait relativement. Bon, déjà, elle n'a pas été facilement. votée, elle s'est transformée en accord volontaire. Oui. Sachant que vous faisiez aussi des choses avant. Oui, c'était un peu sur le don alimentaire. Il faut savoir que le don alimentaire, ça fait 10 ans que. Enfin, faut que j'explique un peu. Là. Un produit chez nous, on l'enlève 3 jours avant du rayon. 3 jours avant, on en fait une réduction du prix. Soit à moins 50, soit à 1 plus 1, soit à moins 3, moins 4 euros. Et à J-2, on le donne aux associations alimentaires. Il faut savoir que quand même le don aux associations alimentaires, chez Carrefour, ça représente 88 millions de repas sur l'ensemble des pays, avec 77 millions en France, de repas qui sont donnés chaque année aux banques alimentaires. La première difficulté que l'on rencontre pour donner, c'est malheureusement pas, je dirais, nos volumes, c'est les associations. C'est la structure des associations, qui sont tous des volontaires, etc. Donc cette loi, en fait, transférait, elle ne donnait pas les moyens aux associations à s'organiser. Nous, notre fondation finance les camions réfrigérés pour que les associations s'équipent, etc. Mais on n'arrive pas à équiper toutes les associations pour tout le territoire et tous les pays. Et là, je reviens sur la Roumanie, ils veulent voter la même loi, mais avec aucune infrastructure. D'accord ? Donc ça, c'est très compliqué. Mais retenez bien quand même que le don alimentaire, c'est quand même un élément clé de notre démarche. Donc, Mademoiselle. Bonjour, Rose Spey, chef ingénieur. Je souhaitais quand même vous poser une question. Vous allez peut-être reconnaître la chaîne dont je parle, qui est donc l'un de vos concurrents. Il existe des chaînes en fait, qui promeuvent les différents fruits et légumes qualifiés comme moches, avec des prix imbattables, et qui donnent du coup l'envie aux consommateurs de les consommer quand même, de se donner la peine par exemple de peler des légumes qui n'ont pas forcément un aspect très pratique. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire des efforts un peu économiques? Et d'autre part, sachant que vous le dites qu'en fait ces fruits sont finalement sélectionnés avant la mise en magasin, puisqu'ils n'ont pas l'air d'être consommables ou qui ne sont pas sélectionnés par les consommateurs, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes aussi de formalité vis-à-vis du calibrage? Par exemple, il y a certains consommateurs qui envoient, par exemple, mettons une cargaison d'endives. Ils se voient refuser la moitié de leurs endives parce qu'elles ne sont pas qualifiées comme belles, alors qu'en fait, on pourrait faire quand même de nombreuses valorisations de ces endives qui ne sont pas forcément belles. Et d'autre part, il y a des grandes difficultés vis-à-vis des formalités, c'est-à-dire qu'il faut remplir des formulaires pour envoyer ces légumes. Il y a un échange de papier assez important entre le cultivateur et le magasin. Et des fois, pour une pauvre erreur de signature ou voilà. Oui, alors là, on rentre dans un autre domaine, mais déjà sur la question du calibrage ou de l'aspect, effectivement. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui. Bon, alors la question, on va la poser plus simplement. Est-ce que votre paradigme de distributeur, de grand distributeur, peut évoluer, changer? Voilà. Est-ce que demain, on trouvera dans les hyper ou les super, est-ce qu'on trouvera des... Il y a eu un nom d'ailleurs qui était donné à ces produits. Non, mais je vais séparer les questions. Je vais d'abord revenir sur la notion de légumes moches. Nous, on le fait au Brésil, par exemple. Donc, on a cette expérience au Brésil. On le fait aussi en Roumanie, en Pologne. Ça pose un problème de vendre que des légumes moches. Imaginez, je vous dis, venez chez Carrefour, vous allez trouver des légumes moches. Donc, vous sortez et vous allez chez Carrefour. Vous allez vouloir trouver les légumes moches. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de mettre en place un sourcing de légumes moches. Et c'est ce qui s'est passé avec le projet. C'est-à-dire qu'il s'est passé qu'on devait chercher les légumes moches. Et là, non, attendez, vous voulez que je vais demander à un agriculteur si lui, quelqu'un vient lui dire, bah alors t'as des légumes moches? Ah, j'en ai pas. Bah tiens, je vais aller voir ailleurs si j'ai des légumes moches. Et à la fin, vous résolvez pas un problème alimentaire. Vous voyez par exemple les carottes. Moi j'ai demandé au fournisseur, parce que bien sûr on s'est intéressé au projet. Hein. Les carottes, ils me disent, mais attendez, je fais des carottes râpées avec. Donc moi, les carottes dans les Landes, je ne vais pas les remonter à Paris parce qu'elles sont moches, je vais les vendre aux producteurs de carottes râpées juste à côté. Mais je comprends bien, mais c'est juste une idée de la sensibilisation que ces légumes sont comestibles aussi, c'est pas forcément... Oui, juste pour ça. Mais résolvez des problèmes de gaspillage alimentaire. Je vous l'ai dit, c'est 1/3. D'accord ? La sensibilisation, c'est très important, mais 1/3 de la nourriture n'est pas consommée. Il faut qu'on résolve des problèmes alimentaires. Vous voyez, nous, on a sorti le camembert moche. Le camembert moche, c'est très différent. Parce que le camembert moche, un camembert, quand il répond pas, quand il répond pas en poids, un camembert, il répond pas en poids, ou la casquette du camembert, elle est un peu penchée, etc., etc. On n'a pas le droit de le vendre camembert. Il y a une réglementation. Les pommes, vous n'avez pas le droit de vendre des calibres différents dans une même cagette. Il y a une réglementation. Et ça, il faut s'y attaquer, vous avez raison. Et dans le combat, il faut qu'on soit tous ensemble. Moi, je rêve qu'on vende différents calibres dans un sac, écrit pomme pour compote. Mais on n'a pas le droit d'écrire pomme. On va écrire fruits pour compote. On a une réglementation qui nous impose tout ça. Je suis d'accord, il faut s'y attaquer, il faut y aller à fond.
Je reviens sur mes histoires de moche, de pas moche, de sensibilisation, etc. Mon camembert, c'est un vrai sujet de gaspillage alimentaire. Parce que ce camembert-là, je ne peux pas en faire de sauce. Sauce au camembert, c'est pas super connu. Je peux rien en faire de ce camembert. Donc là, c'est bon, on peut le vendre. On le vend à un prix inférieur et on le vend dans tous les magasins. Et d'ailleurs, je dirais, on ne s'arrête pas chez Carrefour. C'est une marque qui peut être vendue dans n'importe quel distributeur. Parce que si vous le vendez que chez Carrefour, vous faites une autre erreur. Vous faites des kilomètres avec ce camembert moche. Donc vous vous trompez aussi. On va lancer certainement la céréale au chocolat moche, et la céréale nature, on la laissera pas, on la vendra pas. La chocolat, on l'a fait parce qu'on peut pas avoir de filière animale pour les valoriser. Mais la céréale nature, on peut avoir des filières animales, donc elle va suivre son cours de filière animale. Donc moi, je vous dis juste une chose. Quand vous luttez contre le gaspillage alimentaire, ou quand vous menez une action dans ce qu'on appelle le développement durable chez Carrefour, il ne faut pas que ce soit mu par la com ou par la sensibilisation, etc. Il faut que ce soit mu par un vrai sujet, qui est lutter contre le gaspillage alimentaire. Un tiers de la nourriture n'est pas consommée, et il faut le faire. Il faut résoudre des vrais problèmes. Et si vous voulez être clair dans vos baskets, il faut le faire. Madame Kounkou, je vais vous laisser le mot de la fin en tant qu'observatrice, parce qu'on ne vous a pas entendu pendant cette heure, beaucoup au début. En tant qu'observatrice de ce qui a été dit, qu'est-ce que vous inspire finalement cette table ronde et l'engagement de chacune des parties? Après, dans ce qui a été dit, il y a beaucoup de choses qui dépassent mes compétences et nos missions à Météo France. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des filières prennent à bras-le-corps la question du changement climatique et que de plus en plus de personnes en soient conscientes pour que de plus en plus de personnes puissent agir quelle que soit leur échelle et leur activité. Et que vos cartes pâlissent un peu. Et voilà, et que comme ça, on n'arrive pas aux cartes les plus rouges que je vous ai montrées tout à l'heure. Voilà, écoutez, on va se quitter sur cette conclusion. Pourquoi? Parce qu'il y a une conférence qui est derrière nous et qu'il faut les laisser se préparer. Merci d'avoir participé activement avec vos questions. Et puis, bonne continuation dans le salon World Efficiency.